Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 20e vidéo du Calendar Diary. Quand je l'ai commencé, je me suis dit vas-y j'arrête, j'arrive pas à regarder, j'arrive pas à rentrer dedans. Le procès a duré plus de 200 jours, une catastrophe, le juge a été vraiment terrible. Matt Damon en 1997, c'est très agréable à regarder. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de vous proposer puisqu'il me semble que ce sera la dernière vidéo qui traitera de ce sujet, à peu près, vous allez voir. Le 22, on va traiter de quelque chose qui est dans la même vibes. Aujourd'hui, on va parler de films, tout simplement. Oui, encore. Mais je vais encore vous proposer une façon différente d'aborder les films. Et je bouffe les cheveux. Et aujourd'hui, je vais vous proposer ma sélection de mes derniers films que j'ai vus sur Netflix. Oui, c'est pas original, mais je pense que le plus grand monde a accès à cette plateforme et c'était la meilleure façon pour moi de vous parler des films que j'ai beaucoup appréciés, qui sont bien réalisés, qui traitent bien le sujet à mon sens et qui peuvent vous intéresser si vous êtes intéressé par le domaine du true crime, de la justice, de comment mène une enquête, du côté plutôt des avocats. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, j'ai trop hâte de replonger dans mon historique et c'est parti. Alors, si je regarde mon historique... Oh oui, premier film dont on va parler. J'ai même pas envie d'aller plus loin pour faire une sélection parce que celui-ci, c'est obligé que je vous l'évoque. C'est le film Les 7 de Chicago que j'ai regardé avant-hier. Ce film-là, c'est un procès par rapport aux émeutes et aux arrestations qu'il y a eu sur une manifestation contre la guerre du Vietnam en 1968. On a donc ici un film politique, judiciaire et un peu dramatique quand même. Comment j'ai voulu regarder ce film? C'est parce que Netflix me propose régulièrement des trucs dans ce style et j'ai vu qu'il y avait Eddie Redmayne dedans. J'ai fait ok, je regarde, j'ai même pas réfléchi, j'ai cliqué. La première demi-heure, si ce n'est la première heure, j'ai eu vraiment du mal. Quand je l'ai commencé, je me suis dit vas-y j'arrête, j'arrive pas à regarder, j'arrive pas à rentrer dedans. C'est long, c'est... Moi je suis pas très forte en histoire donc j'avais du mal à comprendre le contexte et à voir tous les tenants et les aboutissants de comment on en arrivait ici. Finalement, le lendemain, je me suis dit je vais pas rester sur ça et je savais que c'était un truc sur un procès et qu'il y avait cet acteur. Du coup, je voulais vraiment le regarder. J'ai été fascinée. En fait, c'est pas autant le film en lui-même qui m'a fascinée, c'est l'histoire finalement puisque je connaissais pas du tout ce procès. Le procès a duré plus de 200 jours. Il y a vraiment des choses qui se sont déroulées dans ce procès qui sont extrêmement choquantes et qui m'ont vraiment... C'était dur à regarder parce que des fois on oublie que c'est pas une fiction ce qu'on regarde. Donc c'est vraiment très lourd à regarder, mais c'est hyper important je pense de voir ce film. Voilà, je vous conseille à fond ce film parce que déjà c'est très intéressant de voir comment se passe ce procès qui a été une catastrophe. Le juge a été vraiment terrible et incompétent au possible, c'est très frustrant de regarder ça et en même temps de voir cette partie de l'histoire qui n'est pas forcément connue de tous parce que on connaît les histoires mais en général le déroulé des procès qui ont été clés dans l'histoire d'un peuple ou du monde sont pas forcément les choses qu'on retient, donc je vous conseille vraiment ce film. Le deuxième film dont je voudrais vous parler, c'est L'Idéaliste de John Grisham, donc qui est un film de Francis Ford Coppola qui est sorti en 1997. Ce film, c'est une adaptation du roman de John Grisham, comme je l'ai évoqué, qui s'appelle The Rainmaker en version originale. Ce film, il y a Matt Damon à l'intérieur. C'est trop dur de parler, je suis désolée vraiment, genre ça allait mieux hier et aujourd'hui je dois filmer 4 vidéos, j'ai la voix d'un canard enrhumé. L'acteur principal de ce film, c'est Matt Damon, donc je vous laisse imaginer Matt Damon en 1997, c'est très agréable à regarder. On suit donc l'histoire et les aventures judiciaires d'un jeune étudiant qui sort de son examen du barreau et qui va être employé dans le cabinet d'avocats le moins reluisant de la ville de Memphis. Il va se retrouver à devoir défendre un jeune homme qui a une maladie qui va finir par le tuer. Il va se retrouver face à une compagnie d'assurance qui n'a pas aidé ce jeune homme alors que sa mère payait les assurances depuis des années, enfin bon bref, vive les assurances. Ce qui est fascinant dans ce film et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit vraiment tout ce que fait l'avocat dans l'ombre, ce dont je ne me doutais pas avant de regarder tous ces films et de me renseigner un peu là-dessus. Finalement, l'avocat, il va lui aussi mener une enquête de son côté, plus auprès de la famille pour savoir un petit peu comment ça se passe, ce qu'ils ont vécu avant, comment ils vivent émotionnellement tout ce qui se passe. Beaucoup moins légalement, je pense parfois, que la police, n'est-ce pas? Vraiment de voir tous ces contre-interrogatoires lors du procès, de voir comment la machinerie judiciaire se met en place, comment se passe un procès, un jeune avocat qui commence et qui connaît pas toutes les règles, qui est finalement un peu comme nous, qui connaît pas toutes les règles d'un procès, comment il apprend et comment se déroule un procès, aussi délicat soit-il que celui-ci. Il y a vraiment une grande partie du film qui se place dans la courtroom, dans la salle du procès. Il y a un nom pour ça, j'ai oublié. Enfin bref, voilà, et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et en fait c'est ce qu'on retrouve dans les films dont je vais vous parler, c'est qu'il y a vraiment une énorme partie du film
qui se passe pendant le procès, et ça je trouve ça super de pas juste nous montrer 2-3 scènes dans la salle du tribunal, voilà, et surtout nous montrer vraiment le cheminement pour arriver à la fin d'un procès et à une conclusion. Ce troisième film, nous allons parler encore une fois de Peur Primale, mais cette fois-ci vraiment pas du point de vue dont je l'ai évoqué dans la vidéo du 6. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, c'est super intéressant. Puisque du coup, on va voir ce film qu'on va dépioter avec 2 points de vue différents. La dernière fois, c'était du point de vue du multiverse avec Fight Club, et cette fois-ci, on va parler vraiment du côté judiciaire de ce film et comment on suit cette histoire médiatique, judiciaire, dramatique, une enquête policière qui est compliquée à mener, 2 points de vue de l'avocat qui est joué par Martin Gir. Dans ce film, on a donc l'acteur principal qui est Edward Norton, bien évidemment. C'est son premier film d'ailleurs, et il joue face à Martin Gir, donc là, je pense que vous connaissez ce petit Martin. Martin Richard. Putain, j'arrête pas de l'appeler Martin, il s'appelle Richard. Bref, Martin Gir. Richard qui joue Martin, donc comment vous voulez que je m'y retrouve? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, putain de boucheron, mais putain de boucheron, dégage. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'en fait, on voit à quel point un avocat peut se prendre d'amitié et d'affection pour son client et vraiment chercher à tout prix à le sauver, quitte à aller à l'encontre finalement de la loi et du déroulé d'un procès. En fait, ce qui est super intéressant et que j'ai compris dans ce film que je ne savais pas, donc il y a une affaire judiciaire, on nomme un avocat de la défense, un avocat de la pas défense. Et en fait, lors des audiences préliminaires, qui sont donc les audiences qui vont déterminer s'il y a assez de preuves, de choses à défendre pour faire un procès, chaque partie va annoncer sur quelle ligne de défense ou d'attaque elle va se placer. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, le personnage de Richard Gere, donc Martin Veil, qui est donc l'avocat de la défense, pour lui, sa théorie, c'est qu'il y avait une 3e personne sur la scène de crime et que donc Aaron n'a pas commis le crime. Je vous invite à aller voir la vidéo du 6 si vous voulez plus de détails sur ce film. Aaron dit qu'il y avait une 3e personne sur la scène de crime, donc lui, la personne qui a tué et la victime. Et c'est donc l'axe de défense que va utiliser Richard Gere. Et en fait, moi je savais pas du tout que ça se passait comme ça, puisqu'en fait on se rend compte au fur et à mesure du film que Aaron est finalement schizophrène et qu'il n'y avait pas du tout une 3e personne, que c'était lui-même, et au final on se rend même compte qu'il était peut-être pas vraiment schizophrène et qu'il faisait exprès pour être traité comme un fou et donc ne pas aller en prison et avoir des soins et pouvoir sortir plus tôt. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'avocat s'est rendu compte au fur et à mesure de son enquête et en ayant engagé une spécialiste psychologue, psychanalyste, psychiatre, je ne sais plus trop, qui va se charger de traiter et de questionner Aaron. Tous les deux vont se rendre compte qu'il est en fait schizophrène, sauf que sa défense se base sur le fait qu'il avait une 3e personne. Il doit rester là-dessus, il ne peut pas changer son axe de défense. Il va donc alors mettre tout en place, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était pas forcément toujours légal. Il va faire envoyer anonymement une vidéo qui prouve que Aaron a été victime et que du coup ça aurait pu déclencher une 2e personnalité chez lui, il faut suivre. Il va la faire envoyer à l'avocat à charge, je sais pas comment on dit, c'est pas de la défense, c'est l'avocat général, je sais pas, bref, à la personne qui va faire en sorte qu'il aille en prison en gros. Et en fait c'est toute une manigance parce que du coup la personne qui l'a reçue, elle va pas pouvoir faire comme si elle l'avait pas vu. Vu qu'elle va la voir, elle va la présenter au procès. Et de là, Martin Veil va pouvoir dire, ben voilà, mon client, vous voyez bien qu'il a été traumatisé, donc ce n'est pas sa faute s'il a tué machin, c'est parce que voilà, il a peut-être une double personnalité. C'est super intéressant de voir que finalement, c'est pas du tout si simple la justice et qu'il y a quand même beaucoup d'entourloupes et de magouilles parce que finalement les faits sont là, mais la justice autour et les façons dont sont organisées les procès et les trucs comme ça font que cette simple vérité ne peut pas être exploitée en tant que telle. Il y a plein de choses qui sont tirées autour, enfin c'est vraiment une histoire de manigance. Moi j'ai l'impression de plus en plus quand je regarde des procès, des trucs comme ça, je me dis mais en fait la vérité elle est là, mais on veut pas la voir et il y a tout un truc qui tourne autour et je pense que c'est pour ça que parfois c'est pas très juste non plus. Donc voilà pourquoi j'ai adoré ce film, c'est que je trouve qu'on est vraiment dans le bain d'un procès. Et encore une fois, on voit beaucoup de scènes qui sont pendant le tribunal, qui sont des reconstitutions de la scène de crime. On voit la scène de crime, comment les experts prennent les indices sur la scène de crime, c'est vraiment super intéressant. C'est un vieux film, mais il est très très bien fait. Le 4e film, série dont je voulais vous parler, qui est donc disponible sur Netflix en intégralité, c'est la série documentaire Making a Murderer. Making a Murderer. Cette série traite d'une affaire judiciaire qui a duré plus de 30 ans finalement, concernant Steven Avery. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom. Moi, avant ça, je l'avais jamais entendu et pourtant, vu l'histoire, c'est très étonnant. Steven Avery a été accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme. Il a été finalement innocenté par test ADN, 18 ans plus tard,
et il a donc passé 18 années en prison alors qu'il était innocent et qu'il clamait son innocence depuis le départ. Le vrai coupable était Gregory Allen, sauf qu'il sort donc de prison après 18 années de combat judiciaire pour prouver son innocence. Et il se trouve que 5 ans plus tard, il est accusé avec son neveu du meurtre de Teresa Halbach dans sa propriété à Manitowoc. Cette série télévisée, donc c'est vraiment purement du documentaire de A à Z, c'est super bien fait. Je n'arrive même pas à imaginer les moyens techniques que ça a demandé. Les heures de montage et les heures de rush qu'il devait y avoir, c'est indécent. Parce que c'est en tout, il y a 20 épisodes, donc sur 2 saisons, entre 47 et 77 minutes. C'est indécent, c'est vraiment un truc de fou furieux, vraiment, genre... Ce que j'ai adoré avec cette série, et pourtant j'ai du mal à la continuer parce que c'est vraiment très très long, c'est hyper détaillé, on a vraiment tous les détails, on vit l'enquête au même rythme qu'elle a été vécue par les protagonistes finalement, puisque les journalistes sont là à tous les moments. On suit les nouveaux avocats qui arrivent, on suit le procès. Le procès, il y a des épisodes entiers où c'est que le procès. Donc il faut s'accrocher, il faut tenir parce que ça peut être barbant parfois, mais c'est super intéressant de se rendre compte que finalement un procès, ça se passe pas comme ça, quand on peut le voir dans les films, c'est pas des objections toutes les 2 secondes et des trucs, c'est vraiment super long, c'est tout un processus où des fois c'est arrêté pendant une journée, où des fois les jurys sont pas là, on les fait intervenir plus tard. Il y a des objections pour telle ou telle raison, il y a des discussions avec le juge, il y a vraiment plein de choses qui sont, qui sont mises en place, mais c'est juste que c'est un monde judiciaire qu'on ne connaît pas. Mais je trouve que pour quelqu'un qui est très intrigué comme moi et qui a envie de se cultiver sur ce sujet-là, qui est le sujet de la justice américaine pour le coup, le sujet du true crime, de comment est menée une enquête, que ce soit du côté de la police et du côté des avocats, c'est vraiment super intéressant, hyper profond et hyper documenté, enfin c'est vraiment hyper riche, voilà c'est le mot que je cherchais. J'aimerais beaucoup un jour faire une vidéo sur cette affaire-là, mais en même temps je me dis, il y a 20 épisodes sur Netflix, si quelqu'un veut savoir, vaut mieux aller là. Mais en même temps, si quelqu'un n'a pas la force, le courage ou l'envie de regarder de 20 heures sur un documentaire, pourquoi pas, dites-moi si ça vous intéresse. Vraiment, je vous conseille à fond cette série documentaire qui est passionnante. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai encore une fois beaucoup trop parlé, mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ça sort un peu de ce que je fais d'habitude et de ce que j'ai l'habitude de voir sur YouTube, donc j'espère que cette sélection de films judiciaires, avocats, true crime sur Netflix vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je fasse d'autres vidéos avec des thèmes comme ça, de films qui pourraient vous intéresser, ou également encore... J'ai failli mourir en direct là. Si vous avez envie d'une autre sélection de films, de séries ou de je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ai encore plein en stock. En tout cas, moi je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi pour cette 20e vidéo du Calen Diary. On se retrouve demain à 18 h pour la 21e vidéo. On arrive bientôt à la fin. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain. Ciao!